refusé parce que ce dessin était de l'avant-gardisme homosexuel. Ma méthode de dessin ressemble beaucoup à l'improvisation du jazz. J'improvise avec les lignes et avec les couleurs. Les couleurs, vous ne les voyez pas, et je ne peux pas les employer aujourd'hui. Comme par exemple Charlie Parker improvisait avec son saxophone. Ça n'a pas toujours été très bien compris non plus. Mais il y a dans le dessin une très grande jouissance. L'écriture, c'est du dessin noué autrement, et le dessin, c'est une autre emploi de l'écriture. Et quand je dessine, j'écris. Et peut-être que quand j'écris, je dessine. Jean Cocteau a été amené au cinéma, en somme, par un ami, qui était le vicomte de Noailles, Charles de Noailles, qui voulait que Jean Cocteau fasse un dessin animé, comme Jean dessinait, mais Jean pour montrer dans ses salons. Et c'est un monsieur très riche. Et Jean a reculé devant le travail énorme qu'est un dessin animé. Il lui aurait fallu une équipe pour faire ses dessins, pour refaire ses dessins, parce que tous les mouvements, à chaque, c'est un autre dessin. Alors il a dit à Charles de Noailles, écoute, je vais faire un film en prenant des personnages qui ressemblent à mes dessins. Et il a fait Le sang d'un poète. La France aime beaucoup les étiquettes, et je sais, je reproche souvent de la dispersion lorsque, par exemple, je décore mes 3 chapelles, Villefranche, Milly, Lons. Aussi Cocteau a décoré une église, bien, d'accord. Le surréalisme était complètement contre le curé, bien sûr. Le physique aussi de Cocteau est une œuvre d'art, et il s'est intéressé aussi à la mode. Il était très bien habillé, comme Yves Saint Laurent. Alors Breton a détesté ça, mais cependant quelques années plus tard, Breton a dirigé un numéro spécial de Vogue. Alors il y avait une espèce de jalousie de 2 personnes à une forte personnalité. J'ai attendu 18 ans pour me réconcilier avec Desnos, et je me suis réconcilié avec Desnos pour le perdre, avec Éluard pour le perdre, et avec Aragon qui est l'ami parfait. On pourrait se permettre de ne pas l'être, puisqu'il a les yeux fixés sur sa femme, eh bien il rayonne d'amitié, et quand il vous donne son amitié, il la donne totalement, c'est l'ami parfait. Bon. Et avec les peintres aussi, je me suis réconcilié avec les peintres qui étaient un peu sous les ordres de Breton, du surréalisme. Breton est resté, son attitude est restée la même vis-à-vis de moi. Ce titre éclair entretient sur le musée de Dresde par Louis Aragon et Jean Cocteau. Imaginez un musée, celui de Dresde, vide de spectateurs, plein de ses chefs-d'œuvre, et seuls Louis Aragon et Jean Cocteau. Que font-ils? Ils parlent, et ce livre, c'est cet entretien. Ce livre est une conversation, n'est-ce pas? Quelle est son histoire? C'est-à-dire que le livre pourrait s'appeler Les 2 bavards. Oui. Parce que Aragon est très bavard, moi aussi, et j'ai été enchanté de bavarder avec Aragon, avec le prétexte de ce livre. Mais Aragon vous dira pourquoi. Et un jour, j'étais à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et il m'a téléphoné, et il va vous dire ce qu'il m'a téléphoné au Cap. C'était que nous avions regardé ensemble des photographies qui m'étaient tombées entre les mains dans le moment où, pour la première fois, les tableaux du musée de Dresde, qui avaient disparu depuis des années, puisque la guerre avait fait disparaître le musée, et qui venaient de réapparaître à Berlin. Les Russes les avaient rendus aux Allemands et ils étaient exposés à Berlin. Et j'avais été très intéressé par un choix de photographie assez considérable.
enfin presque tous les tableaux que j'avais reçus. Alors nous avions regardé ça ensemble et nous avons cru que nous allions jouer enfin à nous départager sur ces tableaux et à opposer, pour ainsi dire, deux jeux de cartes assez différents. Or, ce qui s'est produit, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire que nous sommes tombés d'accord pratiquement sur les mêmes tableaux. Et nous nous sommes rendus compte que nous étions de cette même famille mystérieuse qui se dispute, qui lave son linge sale en public, mais qui finalement s'entend à merveille sur les profondeurs. Comment avez-vous organisé ces conversations? Parce qu'elles n'étaient pas entièrement spontanées. Enfin, vous saviez à ce moment-là que vous conversiez pour ce livre, n'est-ce pas? C'est alors que nous avons voulu tâcher de faire cela, premièrement avec le minimum de travail matériel, et d'autre part avec un procédé un peu différent des procédés des anciennes collaborations. Si nous avions collaboré comme on le faisait autrefois, enfin je ne sais pas, comme Flair s'écaillait, disons, eh bien nous aurions simplement parlé un petit peu ensemble, pris des notes, emporté chacun notre lot de photographies et fait des morceaux que nous aurions ensuite artificiellement joints ensemble. Au lieu de quoi, une possibilité nous était donnée, une possibilité moderne qui est la possibilité d'enregistrer directement la conversation et de lui garder son caractère de conversation et de donner un texte par conséquent dans lequel ni l'un ni l'autre ne tirerait à lui la matière commune. Comme si nous parlions à une table de restaurant et que quelqu'un tende l'oreille à notre gauche ou à notre droite et nous écoute. On est tout à fait libre de ne pas lire ces dialogues, n'est-ce pas, et de regarder seulement les images. Et nous parlons librement comme à une table. Et puis il y a une oreille qui nous écoute et qui enregistre notre conversation. Quelles ont été vos surprises au cours de ces conversations? Il y en a bien? Très peu. Quand même, en particulier, une surprise qui n'en est pas une, c'est-à-dire le goût commun que nous avons pour les impressionnistes français, qui a mis Monet soudain à la première place des choses que nous aimions ensemble. Qui n'est pas un peintre que nous adorons l'un et l'autre. Ce n'est pas un de nos peintres préférés, pourtant, mais un Monet s'est trouvé ainsi et placé... Parce que ce Monet avait du prodige, avait du miracle. C'est ce que nous avons toujours cherché dans les toiles. Nous n'avons pas parlé de ces toiles comme des spécialistes de la peinture. Nous avons toujours cherché les tableaux qui nous frappaient par un peu de miracle. Et cette toile de Monet nous a frappés parce que, en réalité, c'est un bocal sur une table de marbre noir, et dans ce bocal, il y a des pêches conservées, et à côté du bocal, il y a 3 pêches vivantes. N'est-ce pas? Les autres pêches sont mortes. Eh bien, voilà, ça ne devrait pas nous plaire, et ce tableau nous a enthousiasmés, je ne sais pas pourquoi. Tout à coup, la table est devenue une mer écumeuse, les pêches c'était des fantômes de pêche dans ce bocal, les pêches étaient comme des déesses vivantes à côté, et tout à coup, ce tableau avait du miracle. Si on lit une chose de lui et qu'on dit « Ah, ça c'est du Cocteau », c'est pas par la phrase, c'est pas par le ton, c'est par le choc des idées. Donc c'est quelqu'un qui aimait le montage à sa façon, je dirais, aujourd'hui. Le montage c'est-à-dire le rapprochement de choses éloignées qui font un choc parce qu'on n'avait pas pensé qu'il y avait quelque chose qui pouvait sortir de ce